Bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette rencontre organisée par la Revue des Générations en partenariat avec Après la Révolution. Voici un magnifique exemplaire. Voilà, grâce au partenariat de la librairie L'Une et l'Autre et bien sûr de la médiathèque La Tarentaise, nous avons le plaisir d'accueillir Christine Ross qui exposera pendant une trentaine de minutes une pensée à propos de son dernier ouvrage, La forme commune, mais peut-être que tu auras d'autres... Non, La forme commune. Philippe, avant l'intervention de Christine Ross, présentera et vous fera une introduction. Merci. Je vais la faire courte, mais quand même essayer de dire deux, trois choses sur le travail de Christine. Une idée me venait quand même à l'esprit quand tu as présenté, c'est quand même proportionnellement au nombre d'habitants à Saint-Étienne, deux revues marxistes. Je pense que c'est quand même pas mal, on se le disait tout à l'heure. Donc je remercie vraiment les amis de la Révolution parce que c'est une collaboration qu'on souhaite étendre. Ça s'inscrit dans une dynamique d'une réflexion politique qu'on a engagée à des générations depuis quelques années. Donc, je ne vais pas parler de tous les ouvrages de Christine, mais on lui est redevable en tout cas beaucoup de choses, et entre autres d'un très bel essai qui s'appelle Mai 68 et ses vies ultérieures, où Christine Ross s'élevait contre l'interprétation réductrice qui fait de mai 68 le tremplin du néolibéralisme. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est assez intéressant qu'on y trouve déjà dans ce livre une réflexion sur ce dont on va parler beaucoup aujourd'hui, à savoir les formes politiques nouvelles, qui heureusement, malgré la restauration qui est arrivée après 68, n'ont pas toutes été déchues, ils n'ont pas fini dans l'obsolescence. Elles restent encore vives. 68 n'était pas qu'une révolution potiche. Il reste des traces encore qui sont fructueuses et qui sont, pour la jeunesse, je pense, encore un moyen de ressources. Et moi, j'ai plutôt travaillé sur trois livres qui ne se suivent pas chronologiquement, notamment sur ce livre assez aussi extraordinaire, Rimbaud, la commune de Paris et l'invention de l'histoire spatiale, qui est en vente, si vous voulez, tout à l'heure, qui comporte entre autres un chapitre qui s'intitule « La transformation de l'espace social ». Vous verrez qu'on va beaucoup parler, il est fort probable qu'on parle d'un intellectuel assez méconnu en France, qui est quand même assez incroyable, qui s'appelle René Lefebvre, dont je pense que tu t'inscris dans une tradition philosophique qui compte beaucoup pour toi. Et c'est un intellectuel extrêmement majeur qu'il faut absolument découvrir, on en parlera tout à l'heure. Alors, il y a un livre magnifique, parmi peut-être un des livres qui pour moi est un livre... Comment ? Henri Lefebvre, qu'est-ce que j'ai dit ? Oh là là, je suis absolument désolé. Ça doit être un peu d'émotion, je ne sais pas. Donc, en tout cas, un livre magnifique, qui est l'imaginaire de la commune, qui est paru à la Fabrique, que vous voyez ici. Alors là, j'aurais envie de vous dire qu'il y a un dispositif qu'on retrouve aussi dans la forme commune, que je pourrais appeler un déplacement de perspective. Je vous donne un exemple. Quand on parle de la commune, on a souvent tendance à dire, par exemple, Courbet. Il se trouve que dans le livre, Courbet est plutôt remplacé par cet immense artisan, artiste qui s'appelle Potier, du haut de ses 18 ans, hein, qui est un des fondateurs de la pensée du luxe communal. Vous avez aussi une figure essentielle de la commune qui s'appelle Elisabeth Dimitrieff, qui a un dialogue extraordinaire avec Marx, qui détrône en quelque sorte l'iconique Louise Michel, qui est devenue une espèce de sainte patronne extraordinaire de la commune. Eugène Varlin, qui est l'incarnation du bon travailleur, tout autant simplifié par cette dernière, a été remplacé ici, dans ce livre, par un cordonnier
soulard extraordinaire qui s'appelle Napoléon Gaillard, et le socialiste William Morris, qu'on connaît peut-être entre autres par Pencroft, a pris la place de l'anarchiste français Proudhon. Souvent, quand on parle de la commune, côté scolaire, c'est dire Proudhon. Comme le livre le souligne, ces changements ont eu une série de conséquences et d'implications dans l'image de la vie quotidienne à l'époque de la commune. Il faut savoir aussi que dans ce livre, on découvre la pensée méconnue, quand même, aujourd'hui elle réapparaît d'Élisée Reclus et de Paul Lafargue. Alors, l'espace-temps de la commune dépasse celle-ci. Elle s'étend non seulement à l'art, mais aussi à l'éducation, ou encore à la relation au travail et à d'autres formes de politique, puisque cette pensée est féconde. Et enfin, il y a un livre récent, donc, qui vient de paraître, qui est vraiment, pour moi, comme une continuation, enfin, on dira ce que tu en penses, La forme commune, qui a un sous-titre important, c'est la lutte comme manière d'habiter. Bon, pour conclure cette brève présentation du livre, je voudrais vous lire un extrait qui me semble être un extrait de passation, qui se situe donc à la fin de l'imaginaire de la commune, et qui annonce la forme commune en parlant d'un livre d'Élisée Reclus et d'un livre, j'avoue je ne le connaissais pas, hein, j'ai découvert en lisant la forme commune le livre de Bernard Lambert qui s'appelle Paysans dans la lutte des classes, et je vous lis ce passage et je laisserai la parole à Christine. Il faut savoir, pour un peu contextualiser, qu'Élisée Reclus va aux États-Unis et qu'il écrit, il voit l'industrie agraire états-unienne et il se rend compte qu'il y a un problème. Sauf qu'on est en 1890 et qu'il a cette intuition assez extraordinaire qui s'avère malheureusement d'avant-garde. Il parle d'une méthode américaine. Il dit la méthode américaine, écrit Christine, la méthode américaine ne peut pas être considérée comme de l'agriculture. Là, il cite Élisée Reclus. Le capitalisme est donc un trouble de la pensée et un trouble extrêmement nocif pour la société humaine. Si on le laisse poursuivre son cours, conclut-il, donc le Reclus, toutes les réalisations humaines seront détruites et l'immense majorité des hommes réduite à l'esclavage. Les lecteurs d'aujourd'hui, qui n'ignorent pas les dangers de l'agriculture génétiquement modifiée, des monocultures chimiques de Monsanto et de la régression rapide de la biodiversité, ne seront pas surpris par le tour que prend la brochure de Reclus. Mais la lucidité de la vision de Reclus des effets du capitalisme sur l'agriculture et l'environnement non urbain est tout à fait inhabituelle, voire unique à l'époque où il écrit. Peu d'Européens avaient parcouru comme lui l'Ouest américain, et il était sans doute moins nombreux encore à pouvoir s'adresser aux paysans ou même à pouvoir l'imaginer comme un sujet politique ou un allié. À bien des égards, le point de vue de Reclus ne ressurgira pas jusqu'à la publication dans les années 1970 des paysans dans la lutte des classes de Bernard Lambert. Et voilà, on arrive à ce livre. Et maintenant, je te laisse la parole, puisque je pense qu'il y a je te passe la parole. Merci. Oui, c'est vrai que Bernard Lambert, c'est un personnage principal dans le nouveau livre. Mais je voulais remercier l'un et l'autre, et Pascal et Philippe, des générations, la médiathèque, de m'avoir invité à Saint-Étienne. C'est ma première fois ici. J'espère avoir un peu de temps demain matin pour connaître un peu la ville. Mais maintenant, je vais parler un peu d'où je viens, pourquoi j'ai écrit ce livre. Et c'est que depuis quelque temps, ce qui m'intéresse, c'est la question de la mémoire politique. Quand est-ce que des moments du passé, des situations précises, quand est-ce qu'ils deviennent figurables, c'est-à-dire quand est-ce qu'ils deviennent pertinentes à nouveau pour nous, quand est-ce qu'ils deviennent visibles. On sait que
c'est pas automatique. On peut avoir les commémorations de l'événement, mais les commémorations tombent souvent à plat. Quand est-ce que ces moments de notre passé collectif s'alignent à nos préoccupations d'aujourd'hui pour redevenir plein de signification, pour devenir vivant? C'est un peu abstrait, mais c'est la question théorique qui a guidé mon travail depuis quelque temps. Et surtout mon travail sur la mémoire politique des grands événements de la gauche historique comme mai 68 et surtout la Commune de Paris. Et c'est mon travail sur cette dernière, la Commune de Paris, qui était l'occasion, c'était en 2015, je crois, d'une invitation de venir à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et d'en faire une discussion des continuités et des décontinuités entre l'expérience des communaires urbains du 19e et ce qui se passait à ce moment à la ZAD. Et c'était un moment, une période de temps très créateur à la ZAD. C'était un moment où les gens là-bas cherchaient des modèles. Ils voulaient des modèles pour continuer à habiter la lutte, une lutte qui a vraiment duré et qui a duré en se transformant. Et il y avait quelques-uns qui sont allés à Chiapas et il y avait d'autres qui ont fait une espèce de voyage dans l'histoire et ils s'intéressaient à la Commune de Paris comme une espèce de modèle. Et au lieu du protocole universitaire, je suis allée et je me suis trouvée en train de mener un troupeau de vaches à travers un champ et puis essayer de rattraper des chevaux sauvages. Et, du coup, on a eu la discussion quand même, mais c'était précédé par ce genre d'activité. Et ce qui m'a frappé le plus là-bas, c'était, disons, une certaine temporalité que j'ai ressentie qui était inédite pour moi. Et c'est un rapport au temps que j'appelle approprié, après Henri Lefebvre, c'est son terme à lui. Et c'est une temporalité à l'écart du travail salarié, et aussi de son contraire, c'est pas les vacances non plus. C'est à l'écart de l'État, de temporalité de l'État. Et c'est cette expérience de cette temporalité que j'essaie de raconter dans le livre, qui est à l'origine de ce petit livre des réflexions sur la mémoire politique et ses contingences. Et je voulais écrire un petit livre, un livre très court, un livre qui pourrait se lire dans un trait, parce que sur la question de la destruction de l'environnement, comme dans le passage que vous avez cité, la destruction de l'environnement par le capitalisme, on sait déjà tout. On sait tout. Et on sait tout depuis au moins Rachel Carson en 63 avec le Printemps silencieux, où on sait tout peut-être depuis les années 20 avec Jacques Ellul et Charbonneau, et on sait tout peut-être même depuis le 19e siècle avec Élisée Reclus et Maurice. Alors on sait tout, on n'a pas besoin d'autres statistiques, des tables rondes. Alors je voulais faire un livre court et surtout pragmatique, parce que la forme commune, c'est une intervention pragmatique dans la vie quotidienne.
Comment est-ce qu'un petit mouvement inédit, nouveau, comme Notre-Dame-des-Landes, transforme ce qu'on peut voir des temps pas si lointains comme les années 60 et 70? Comment est-ce qu'il reconfigure les grands conflits de l'époque, ou ce qui compte comme les grands conflits? Les luttes écologiques du présent, qui cherchent à défendre les terres, rendent perceptibles des liens qui existent entre les situations à travers le monde, des situations passées, du Japon au Brésil, du Canada à la France, et celles d'aujourd'hui. Les préoccupations écologiques d'aujourd'hui réveillent de nouveaux échos qui, à leur tour, suscitent une compréhension révisée de ce qui compte pour nous du passé, de ce qui compte dans l'histoire. À mon avis, le passé n'éclaire pas le présent. C'est le présent qui conteste notre perception du passé et qui rappelle à la mémoire certains épisodes précurseurs et qui éclipsent d'autres qui paraissent soudain moins pertinents, moins vivants pour nous aujourd'hui. Ainsi, c'est Notre-Dame-des-Landes qui rend de nouveau perceptible le Larzac. Et du coup, un paysan autodidacte comme Bernard Lambert éclipse Daniel Cohn-Bendit comme image ou figuration des aspirations de 68. Et c'est Notre-Dame-des-Landes aussi qui nous aide à ressusciter mai 68 à Nantes. Et c'est là où je commence mon enquête. Mai 68 à Nantes, où une commune organise pendant plusieurs semaines le ravitaillement de la population, la garde des enfants, le ramassage des ordures. Et la condition de cette organisation de grande ampleur, c'était une alliance alors inédite entre les paysans, les travailleurs en grève et les étudiants. Et c'était unique en France. Il n'y avait qu'à Nantes qu'on trouvait cette alliance. Et il y a des raisons, mais je ne vais pas entrer là-dedans. De toute façon, cette expérience à Nantes a été un peu occultée par les épopées du quartier latin et même par la mémoire des grandes grèves ouvrières. Mais cet épisode ressurgit des mémoires, comme l'occupation du Larzac, au moment où la ZAD, au moment de la victoire de la ZAD, surtout, la fin du projet de l'aéroport. Car c'est ces deux luttes, ainsi que le Larzac, qui mettent en évidence ce que la regrettée Maria Mies, qui vient de mourir, appelle le principe de subsistance. C'est un principe qui fait de la vie et de la préservation du vivant son principe central. Principe qui permet la création progressive d'un tissu de solidarité vécue. Et ça, on commence à avoir une petite idée de ce que c'est que la forme commune avec cette phrase. La création progressive d'un tissu de solidarité vécue. Ainsi, dans ce livre, c'est la victoire de la ZAD qui rend le Larzac visible à nouveau. Et soudain, c'est toute l'histoire de ce dernier demi-siècle qui se trouve reconfigurée grâce à la forme qu'ont pris les combats écologiques contemporains. Et évidemment, je parle non pas juste de la ZAD, mais aussi de Standing Rock dans les Dakota, d'une lutte américaine qui se passe à ce moment, qui n'est pas très connue en France, qui s'appelle Stop Cop City.
C'est pas... Il s'agit, on peut discuter de ça plus tard, mais c'est une lutte dans la ville d'Atlanta, dans le sud des États-Unis. Il y a la Lützerath Forêt en Allemagne, Bure. Grâce à la forme que prennent ces occupations, le Larzac et d'autres batailles comme la lutte au Japon contre l'aéroport de Narita qui s'est passé dans les années 70 peuvent désormais apparaître comme les combats les plus caractéristiques, les plus décisifs des années 60 et 70. Et les années 60 et 70 sont un autre nom pour le moment où défendre les conditions de la vie sur la planète devient le nouvel horizon de toute lutte politique. Ces batailles ancrées dans un territoire posent des choix radicaux puisqu'elles engagent la vie matérielle et quotidienne, existentielle de ses participants. Mais elles posent aussi les bases d'une communauté politique vécue qui constitue en elle-même une nouvelle valeur. Et c'est cette communauté politique et polémique que j'appelle la forme commune. C'est une forme à la fois spécifique, reconnaissable, mais infiniment transmutable. C'est une forme qui se modifie incessamment selon des situations, des moments différents. Alors, je ne dis pas, par exemple, que la commune de Nantes ou Notre-Dame-des-Landes, c'est la réincarnation de la commune de Paris. Non. Mais chacune de ces manifestations sont un exemple de ce qui se passe quand l'État se recule. Et d'autres formes de vie, d'autres façons d'autres solidarités, d'autres sociabilités peuvent s'épanouir. C'est une forme qui relève de l'art et de l'organisation de la vie quotidienne. C'est très pragmatique. C'est la révolution à une échelle que les gens peuvent reconnaître parce qu'il s'agit de, comme dans l'exemple de la commune de Nantes, il s'agit de la guerre des enfants. C'est une espèce de débrouillardise collective face au réel. Et c'est une forme archaïque, mais qui s'annonce en même temps comme forme de communauté à venir. Alors, je ne voulais pas trop définir une forme qui change tout le temps. Et c'est à partir de l'histoire et en tant qu'historienne que j'ai essayé de dégager la forme en recréant la mode de vie de ces exemples, de l'existence en acte de ces exemples, parce que c'est toujours lié à un espace particulier, à un territoire, un quartier, un milieu spécifique. Ce qui veut dire que la forme commune est toujours située. Ça ne peut pas être abstraite, ça ne peut pas être théorique. Elle se construit et il s'agit de construire des lieux, des espaces au sens propre du terme. Et c'est pour ça que j'ai dû resituer ces lieux passés et recréer leurs interventions pragmatiques dans la vie quotidienne pour les permettre de faire le lien avec les luttes écologiques aujourd'hui. C'est-à-dire que le livre est en grande partie un exercice de relocalisation, de mise en scène. Mais je voulais aussi
parler aujourd'hui de quelques-unes des pratiques qui font partie de l'intelligence politique de cette forme. Et je vais parler de trois pratiques. La première, c'est d'abord la défense. Pourquoi est-ce que la défense est davantage génératrice de solidarité que la résistance? Pourquoi la défense? Pourquoi est-ce que défendre quelque chose génère la solidarité d'une façon plus forte que résister à quelque chose? Ça, c'est la question. Alors, défendre, quand on défend, on commence avec quelque chose qu'on aime. Ça, c'est le point de départ. On commence avec quelque chose qu'on chérit, qu'on veut protéger, qu'on veut défendre, quelque chose qu'on aime. Plutôt que résister, c'est quelque chose de différent. Ça donne à l'État, c'est l'État qui fixe l'ordre du jour lorsqu'on résiste. On résiste à l'État, on résiste au pouvoir qu'on attribue à l'État. Et je crois que se battre pour un endroit ou pour un mode de vie est plus mobilisateur que se battre pour une idée. On commence par exemple par défendre une terre, mais défendre le territoire revient à défendre le projet de vie collective qui prend forme pendant la défense. Nous faisons notre communauté en la défendant. Bon, deuxième pratique est ce que j'appelle, après Lefebvre, l'appropriation. Et réfléchir à l'appropriation m'a donné l'occasion de retrouver un certain nombre de penseurs des années 70, antiproductivistes et sensibles à la question écologique, les gens comme Maria Mies, André Gortz, Félix Guattari, et surtout Lefebvre, beaucoup plus connu aux Amériques qu'il est en France maintenant. Et tous ces penseurs avaient en commun la façon, ils sont venus à la question écologique à travers la question de la vie quotidienne. Et Lefebvre était surtout un penseur de la vie quotidienne. Et c'est lui qui a pensé la création de ce qu'il appelait ces espaces appropriés, des espaces où les désirs et les relations qui ne sont pas réductibles à l'économie auraient la liberté de s'épanouir. Des espèces d'autogestion. Lefebvre pensait quelque chose de très intéressant. Il croyait que les gens, les individus et les groupes ne pouvaient pas se constituer en tant que sujets politiques, acteurs politiques, s'ils ne produisent pas un espace à la fois social et physique, qu'ils s'approprient et qu'ils créent ensemble, qu'ils créent eux-mêmes. C'est la réappropriation d'un temps choisi, un espace choisi. Et pour ceux qui ont besoin d'une définition de la forme commune, c'est ça. C'est ça. C'est la réappropriation collective de l'espace et le temps, non pas dans le... Troisième, qui sont ces gens qui approprient un espace, qu'ils gèrent ensemble, qui créent ensemble? Ils ne sont pas les membres d'un
partis politiques. Ils ne forment pas exactement une classe sociale. La réponse est quelque chose qui était né, je crois, à peu près à l'hasard, et qui est la composition. Une réponse pragmatique au phénomène que Lefebvre a observé même dans les années 70, le fait que les combats écologiques, les combats sur la question de la terre, créent nécessairement des alliances les plus étranges. Et quiconque qui a passé du temps à Notre-Dame-des-Landes dans ces AG interminables, on a vu là-bas le caractère disparate des codes politiques, des gens politiques. Il y avait les éleveurs, anciens éleveurs, à côté des féministes, lesbiennes, séparatistes qui ne croyaient pas dans les protéines animales, à côté des élus, à côté des commerçants, des Black Blocs, des naturalistes qui ne croyaient même pas dans la cultivation. Alors, tous ces gens très différents, qui réussissaient à s'étendre, à s'entendre et qui s'affrontaient aussi beaucoup et qui ont résolu à négocier ensemble la tâche très difficile de partager un combat et un territoire, de vivre ensemble et de lutter ensemble. Et ça m'a beaucoup frappé, comme tout le monde, je crois, que la composition, a pour effet de produire une forme de solidarité dans la diversité extrême. Et c'est une solidarité qui représente un investissement massif dans l'organisation de la vie en commun, sans les exclusions au nom de l'idéologie ou d'identité qu'on a très connues dans l'histoire de la gauche. C'est la création de communautés politiques polémiques, ce qui veut dire que les gens, les segments multiples du mouvement restent multiples, tout en devenant une communauté. Ça peut exister si l'égalité est la présupposition animale, que l'égalité s'étend à tous les segments multiples de la communauté. Égalité assumée à travers l'action. Et à la fin du livre, c'était avant, je fais une proposition, je discute les soulèvements de la terre, et j'ai dit que c'était peut-être la mode commune de notre époque, de notre moment. C'était avant la tentative de dissoudre. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur il y avait la décision sur la dissolution. C'est pas annoncé? Non, ça n'a pas été effectué parce qu'un soulèvement ne se dissout pas, un mouvement ne se dissout pas aujourd'hui. Non, mais c'était aujourd'hui. Ah, mais aujourd'hui, il y avait une... Pardon, excusez-moi. Oui. Ah, il réétudiait aujourd'hui, excusez-moi. Alors, non, je n'ai rien dit. Alors. C'est pas publié. Oui, parce qu'il y avait un grand manif à Paris à midi.
Et il doit avoir la décision aujourd'hui, je crois. Oui. L'audience. C'est demain? Mais pas forcément lui. Aujourd'hui, c'est Ça prend combien de temps? Le temps qu'ils voudront prendre. Pour avoir la justice. Voilà, Oui. Non, je pensais à soulèvement, à la forme de soulèvement, c'est ça qui m'intéresse. Parce que c'est quelque chose qui... évidemment, il y a de la composition, il y a avec la Confédération paysanne, les jeunes militants du climat, les autonomes de la ZAD. Mais il y a ça, mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, et qui m'a intéressé, c'est que c'est la question de la fédération. J'ai trouvé que Soulèvement a réussi sur cette question de la fédération qui a éludé les communaires du 19e. Il y avait la commune de Saint-Étienne, il y avait la commune à Paris, mais il n'y avait aucun moyen de communiquer entre les deux. Il y avait une isolation totale entre les manifestations communales variées. Et ça, c'était la question de la fédération qui a obsédé les survivants de la commune. Toutes ces discussions que je raconte des survivants qui se sont retrouvés dans le Jura ou à Londres, ils ne faisaient que discuter ces questions. Mais comment résoudre la question de la fédération? Et je trouve que c'est ça qu'a fait Soulèvement, parce qu'il a créé un horizon commun des luttes situées. Un horizon commun des luttes situées. Le mode contemporain de la forme commune se manifeste dans de nombreuses régions qui se trouvent ainsi fédérées par l'action et l'organisation de Soulèvement, qui produit pour nous une orientation. Et c'est ça ce qui est son succès réel, ainsi que l'autre succès réel de Soulèvement, c'est, je crois, dans le domaine de l'éducation politique. Il y a combien de gens savaient ce que c'était une méga-bassine il y a une année. C'est assez extraordinaire ce qu'ils ont fait. Bon, je vais m'arrêter là-bas, ici. Je te laisse poser peut-être la première question. Moi, j'aimerais peut-être que il y a quelque chose de... J'aimerais peut-être que vous précisiez comment qu'est-ce que vous entendez par fédérer? C'est-à-dire, moi, je pense au que faire. Après, chaque lutte a une puissance d'imagination, l'imaginaire et des propositions imaginatives. Il y a des concordes. Des fois, on se retrouve effectivement avec des amis ennemis, mais on a quand même un ennemi en commun. Donc, après la répression ou après l'épuisement, il y a le que faire. Le que faire qui nous obsède pour la plupart. Comment faire une lutte? Bon, Marx a essayé d'y répondre. Il faut organiser le prolétariat. Ça, c'est la réponse peut-être 19e. Aujourd'hui, il me semble que
dans les luttes nouvelles, il faut organiser des différents champs intersectionnels, ou en tout cas différents champs de lutte, à condition de s'entendre sur qui est l'ennemi. Ouais. Et l'ennemi, et j'aimerais bien peut-être que vous en parliez, c'est que l'ennemi commun, c'est le capitalisme. Et le capitalisme est extrêmement intelligent, c'est-à-dire qu'il se présente sous des formes tellement diverses qu'il est même présent dans l'imaginaire des gens qui le combattent. Alors, c'est pas vraiment une question, j'ai l'impression qu'on est dans le présent, c'est aussi ça qui fait la richesse de votre livre, dans le présent de ce qui anime les mouvements d'émancipation, j'appelle encore ça émancipation, génération de mots importants encore. Il est témoin effectivement des luttes autour du soulèvement de la Terre, mais aussi en termes de formation politique, avec ce qui s'est passé en France avec les Gilets jaunes, voire même des rencontres assez incroyables de convergence politique. Il y a eu les dernières actions autour des grèves via la violence contre les retraites et les acquis sociaux, où on a vu des militants qui ne se rencontraient pas et qui se rencontrent. Bon, c'est l'espoir de tous. Voilà, bon, c'est cette histoire quand même des paysans et des ouvriers qui ne se rencontrent pas et qui même se font la guerre. Hein. Moi j'ai été élevé dans un milieu ouvrier, on disait que les paysans étaient... voilà, c'était la terre, c'était la mystique, c'était les propriétaires, c'était des rétrogrades. Donc le prolétariat, lui, devait... Donc peut-être que c'est pas une question, c'est une forme de... Je suis pas capable de formuler une précise question, mais... Si je saisis ce que tu avances, Philippe, c'est la question d'une réunion, non pas comme pendant la première internationale où seuls les travailleurs étaient convoqués à lutter, mais dans une nouvelle idée d'une nouvelle internationale où tout le vivant serait convoqué. Et peut-être que cette fédération est à venir, bien sûr, mais c'est le sens qui, à mon seul avis, franchement, que prend ces défenses contre une invasion réelle de la bétonisation, de la construction de l'aéroport. C'est très bien d'avoir commencé la forme commune par rapport à ces 3 cas des luttes contre des constructions d'aéroports. Donc Narita, Mirabel au Canada, pas très loin de Montréal, et bien sûr Notre-Dame-des-Landes, puisque tu avances que justement cet aéroport est un outil du capitalisme pour faire voyager le luxe, et non pas le luxe communal. Voilà, le luxe capital. Et justement, et après du coup peut-être quand tu parleras du luxe communal. Non, voilà. Et donc pour en revenir à cette question d'une fédération à venir, en fait c'est le sens de ces slogans que je trouve très très forts. On pourrait dire, enfin c'est avéré, hein, nous défendrons la nature, ça n'a pas de sens, c'est ils disent, nous sommes la nature qui se défend, c'est-à-dire qu'on s'inclut là-dedans, et ça c'est absolument fondamental. Voilà, et donc cette question de la fédération, bien sûr ça vient par les soulèvements de la terre, ça vient par toutes ces ZAD, par les Japonais qui ont lutté contre l'installation de Narita, contre l'installation de Mirabel, Nantes, voilà. Et le rebours de cela, et on remonte jusqu'à la commune. Donc, voilà. Oui, c'est la base du nouvel internationalisme. nouveau communisme. Oui, parce que soulèvement, c'est un mouvement, peut-être pas après aujourd'hui, mais que n'importe qui peut rejoindre. Et ce n'est pas... c'est pas un parti politique, c'est pas générationnel. Quand j'étais à Sainte-Soline, la chose qui m'a la plus frappée, c'était le nombre de vieux. Des gens de mon âge ou même plus vieux qui étaient là. Et je crois qu'à mon âge, on s'en fout un peu des grenades, mais le problème, c'était les 20 kilomètres. C'était vraiment difficile.
difficile. Mais c'est pas générationnel et pourtant c'est très organisé. C'est très organisé. Et ça fait partie de cette création d'une façon de se transmettre les informations, les techniques, les expériences, l'exemplarité d'une lutte qui peut s'utiliser par les autres, qui servir comme une espèce de modèle. Quand les paysans au Japon, ils ont lutté 10 ans. Toutes ces luttes ont duré très longtemps, ces trois contre les aéroports. C'était toutes les années 70, dans les trois situations. Les paysans japonais étaient les plus violents. Ils se sont même enterrés dans la terre et ils ont vécu dans les tunnels pendant des mois pour empêcher les machines de construction de commencer. Et ils avaient un très bon mot pour parler du projet de l'aéroport. Ils ont dit, c'est une passerelle vers le vide. C'est une passerelle vers nulle part. et on voit un peu la contradiction pour ancrer dans la terre et puis le monde aérien, l'aéroport et son monde, qui est le grand slogan de la ZAD. Oui, mais et à ce moment, il y a des films extraordinaires de Ogawa, un documentariste japonais, qui a filmé toute cette lutte, et aussi un autre documentariste français, breton, qui s'appelle Yannick, c'est dans le livre. Mais lui, il a aussi, et comme il est breton, il est revenu en Bretagne et il a fait voir son film à Nantes. Et on se demande, mais pourquoi, peut-être il y avait une espèce de transmission et que les paysans qui allaient ne pas vendre leur terre pour Notre-Dame-des-Landes se sont inspirés des paysans japonais. Alors ça, je ne sais pas. Je dois poser la question aux vieux paysans pour voir si est-ce qu'ils savaient ce qui s'est passé était exactement le même moment au Japon ou non. Mais toutes ces questions de transmission, d'exemplarité, et tout ça sont vraiment intéressants. Et ils font partie de cette nouvelle organisation. Il y a la question aussi de l'existence en acte, terme de Marx. Hein. Et on retrouve chez vous aussi une promiscuité qu'il y a avec votre pensée et celle de Jacques Rancière, au niveau de l'éducation. Vous parlez d'un pur acte d'exister, vous parlez de Potier, de Jacques Otto, etc. Et là, tout à l'heure, vous parlez d'un tissu de solidarité vécu. Comme s'il était nécessaire aujourd'hui pour inventer un communisme inclusif. Hein. Nous sommes inclus dans un dispositif qui nous traverse. Hein. On ne peut plus se permettre de négliger à tel point ce qu'on appelait autrefois l'environnement, puisque nous sommes cet environnement. Et pour tisser ce tissu de solidarité vécue, vous inversez en quelque sorte ce qui est un peu la démarche des intellectuels marxistes, on va dire classiques, qui consistait à dire la théorie et la praxis ensuite. Là, vous dites la praxis d'abord, la théorie après. Ouais. C'est une grande leçon, je pense, de ces événements. Mais
Mais c'est ce qui s'est passé avec la Commune de Paris. C'était le praxis d'abord et la théorie après. C'est pas que je suis anti-théorique, mais ce sont deux choses différentes qui ont besoin de se toucher de temps en temps pour se nourrir, n'est-ce pas, l'acte. Mais c'est le marxiste géographe David Harvey qui a fait une remarque, et lui est grand lefèvrien. Il est l'étudiant de Lefebvre. Il a dit, toutes ces questions, ces batailles sur l'espace provoquent une décision existentielle. C'est pas théorique du tout. On est pour l'aéroport ou contre. Et si on est contre, on fait quelque chose. Et si c'est oui ou non. Et il a dit c'est une nouvelle espèce de dialectique. C'est pas la dialectique hegelienne, c'est la dialectique spatiale, existentielle. Et Marx a dit exactement la même chose à Vera Kuselic, avec qui ils ont discuté juste avant la question de la commune forme en Russie. Oui. Ce passage-là dans votre livre. Oui, c'est ça. Oui. Oui, il a dit à Vera, c'est pas une question théorique, c'est un ennemi à se battre. Et c'est le cas dans ces situations où on se bat pour la terre, n'est-ce pas? Oui. C'est existentiel et c'est pas une question théorique. Tout à l'heure, là, je ne savais pas que le cas des soulèvements de la Terre était à nouveau examiné aujourd'hui. Mais ça prouve justement, s'il est à nouveau examiné, si ça fait autant débat même au sein de l'État, c'est que cette forme, justement, est tellement en formation, je parle d'une formation de la forme, elle est tellement en formation qu'elle échappe à une législation, et qu'au final, oui, c'est ça. Je ne suis pas très certain, enfin c'est peut-être un peu scandaleux ce que je vais dire, qu'au final qu'il y ait une telle violence policière contre les ZAD à Sainte-Soline, qui est un démantèlement avant que la ZAD ne se constitue dans le Tarn, j'ai oublié le nom du site, c'est bien parce qu'il y a une mise, je l'espère, en échec d'un capitalisme qui se nourrit de toutes les luttes et qu'il n'a à opposer que sa violence légitime. En cela, c'est-à-dire que la commune ne pourra pas se réitérer dans le sens où la commune a été sanglante parce qu'elle n'était pas soutenue notamment de l'extérieur et notamment par les paysans parce que justement ce capitalisme du 19e siècle avait dénommé, et je l'ai lu dans la forme commune, merci, avait dénommé les communards les partageux. Donc les paysans, quand ils ont entendu ce mot de partageux, ont cru que des bandes de Parisiens révoltés allaient partager leur propre terre, et donc ils sont allés, ils sont devenus ennemis des communards, alors que justement ils auraient dû s'allier, parce que les intérêts étaient en quelque sorte communs, sauf qu'il n'y avait pas, ce que tu disais tout à l'heure, cette communication possible. Et là du coup, moi je suis peut-être un peu, je suis sûrement naïf, là je trouve qu'il y a un espoir, quoi. Oui. Oui. Je crois qu'on doit se poser la question de pourquoi est-ce que l'État a tellement peur des ZAD.
il y avait ce monsieur Clément Beaune qui disait juste hier, c'était à propos de Clastres, de Castres. Il a dit, la ZAD, ce n'est pas un élément festif et sympathique. C'est une violation des règles élémentaires de la propriété. Et ce qui est frappant dans cette phrase, c'est qu'il y a la deuxième partie qui est vraie, mais ce qui m'a frappé le plus, c'est ce ressentiment contre le plaisir. Le ZAD n'est pas un élément festif. Donc, tout le monde sait que c'est festif, qu'il y a beaucoup de plaisir dans ces formations. Et le ressentiment de l'État est vraiment je crois que c'est ça pourquoi nous avons maintenant toute un groupe de gens juridiques qui sont censés trouver tous les ZAD qui existent et les exterminer. C'est bizarre, non, que l'État a tellement peur. Il y a aussi pour moi, un des éléments les plus intéressants de la fabrique de ta réflexion, c'est le déplacement. Tout à l'heure dans ma présentation, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas le fait de parler de Pottier et non pas de Courbet, c'est pas une volonté absolue de minorer Courbet, évidemment. Mais c'est en déplaçant, ça nous donne à voir, c'est un peu comme un mouvement de caméra, la complexité d'une époque qui, du coup, n'est pas figée. Aussi, il y a une chose assez extraordinaire qui m'apparaît assez incroyable, c'est quand tu parles de fédérer, les gens qui ont survécu à la commune fédèrent, et tu fais particulièrement un exposé, une réflexion sur Paul Lafargue, l'intellectuel Paul Lafargue, William Morris, immense aussi artiste et intellectuel, et Kropotkin, qui se croisent, qui discutent, qui parlent, ils ont survécu en quelque sorte. Et au bout d'un moment, la question même de l'appartenance à l'anarchisme ou au communisme n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est comment justement fédérer et comment maintenir l'intensité de la lutte. On n'est plus dans des petites arcutis idéologiques qui nous divisent en permanence. On sait bien, c'est parfois épuisant, mais en même temps, c'est peut-être la seule chose qu'on peut faire pour maintenir en attendant. Et il me semble aussi qu'il y a une chose très différente avec la commune d'autrefois, parmi les nombreuses communes, c'est que tout d'un coup la terre est touchée. Donc le paysan devient une figure un porteur en quelque sorte de ce qui pourrait être une forme de progrès qui ne serait plus du tout le progressisme tel qu'on l'a entendu jusqu'à présent. Oui, je crois que c'est à cause de l'anachronisme de la figure du paysan. Absolument. Le paysan que tout le monde, on sait que le paysan ne fait que disparaître. Et il est le grand victime du progrès. Et tout le monde est d'accord. Il y avait Lénine, il y avait les grands modernisateurs capitalistes qui étaient d'accord avec Lénine pour dire que le paysan ne va plus exister. Il y a énormément de livres en France qui racontent ce fait. Et c'est un fait. Mais que les paysans disparaissent numériquement. Mais je m'intéresse plutôt à la figure du paysan et non pas l'entité sociologique qu'on peut compter. C'est quelqu'un qui est tourné vers le passé et vers l'avenir en même temps. Il est quelqu'un qui... C'est la figure de...
tu as parlé de Bernard Lambert. Bernard Lambert, c'est quelqu'un qui a écrit un grand texte que moi je trouve aussi important comme texte révolutionnaire que le deuxième sexe de Beauvoir ou les damnés de la terre de Fanon. Et c'est un texte qui s'appelle Les paysans dans la lutte de classe, qui date de 71 ou 72, je crois. Et c'est là où il dit que il est le premier que je connais de personne pour dire que la situation du paysan est la même que la situation du travailleur industriel vis-à-vis du capitalisme, surtout après les années 60 où il y avait un investissement énorme capitaliste dans la campagne française. Et c'est Lambert qui a analysé ce changement dans le monde agricole. Mais en faisant, il a introduit un nouveau sujet politique qui est le paysan comme quelqu'un qui défend la terre. Et c'est ça la figure du paysan pour moi. C'est quelqu'un qui est lié à une espèce de temporalité cyclique, un monde qui est plutôt social qu'économique. Du point de vue de la ville, la figure du paysan, c'est toujours quelqu'un de rétrograde, de quelqu'un qui est ancré dans la terre et comme ça, c'est quelqu'un de très conservateur. Mais l'aspect conservateur du paysan, c'est double, parce que c'est juste souvent c'est ce qu'il fallait faire pour défendre sa mode de vie contre la modernisation capitaliste. Il y a un passage qui paraphrase ce que tu viens de dire, qui est remarquable. Permettez que je le lise un peu, c'est bien aussi d'entendre ta voix. Le monde agricole est particulièrement bien placé pour comprendre qu'un objectif économique poursuivi par une société est condamné par la façon même dont elle le poursuit. Par ses propriétés concrètes et ses conditions matérielles, la vie agraire est le fondement nécessaire de toute économie alternative, de toute société alternative. Dans la mesure où les paysans demeurent protégés des vicissitudes et des pressions du marché capitaliste, il se pourrait bien qu'ils soient au moins des forces contre-révolutionnaires ou les dépositaires de je ne sais quelle essence nationale que les porteurs d'un ensemble de pratiques et de savoir-faire autres, peut-être même les gardiens d'une économie fondée sur la réciprocité et l'échange de valeurs d'usage. Ceux et celles que Marx appelait la classe qui représente la barbarie au sein de la civilisation pourrait bien représenter la possibilité d'un nouvel avenir politique. Et là, tu finis sur Lambert et tu dis, pour Bernard Lambert, le tournant s'était déjà accompli, incarné dans la transformation que les paysans travailleurs de l'ouest de la France et les éleveurs du Larzac étaient en train de matérialiser dans les années 70. Jamais plus, poursuivit-il, les discours devant la foule réunie sur les plateaux du Larzac en 73, plus jamais, jamais plus les paysans ne seront des Versaillais. Nous l'avons prouvé. Donc il y a un renversement aussi, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est aussi ce qui est intéressant dans ton livre, c'est que ça prend une forme. Vous restez dans l'idée de la forme. Et ça prend une forme qui se dessine. Bien souvent, les militants ici doutent, la confusion est un terme qui revient souvent, c'est-à-dire où aller, quelle direction prendre. Et il me semble qu'à dessein, il y a un projet de forme politique et de rencontre des possibles, fustiles, de gens qui viennent de la culture ouvriériste, de la culture prolétaire, ou du marxisme
ouvriers. Peut-être que, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et on vous fera passer le micro. Tu veux poser une question en attendant je réfléchissais à tout ça. Je ne sais pas si c'est arrivé à la Formule 1. Pas si facile que ça, hein. C'est une formule de question. Hein. Non, ce serait autour de l'emploi d'un mot. Ces mots archaïques que vous avez prononcés pour qualifier. Quel mot? Archaïque. Et archaïsme, parce que c'est un mot qui revient même dans il y a un livre qui vient de sortir au PUF qui s'appelle Archaïsme, révolte. Qu'est-ce que. Enfin, j'aurais aimé vous entendre parler de ce mot-là, parce qu'il me semble qu'il est. Enfin, il est important, parce que dans l'opposition que cette forme commune a à l'État, qu'on pourrait qualifier de bras armé du capital, il me semble que cette forme politique va avoir à lutter contre d'autres formes politiques qui relèvent aussi d'une forme d'archaïsme. Et c'est aussi peut-être, dans cette conflictualité, il n'y a pas que l'État, et dans les formes, dans l'archaïsme nouveau, il y a les luttes qui vont se mener autour d'identité, de retour aux notions d'identité, de race, ou même au retour du théologico-politique. Donc je sais pas, voilà. Le mot archaïque, j'aime beaucoup une phrase de Marx, encore une fois dans cette discussion qu'il avait avec Vera Zasulich à propos de la forme commune en Russie à l'époque de la Commune de Paris. Et il a dit, il ne faut pas avoir peur de l'archaïque. Et je trouve ça très fort parce que c'est un autre aspect que j'apprécie chez Soulèvement de la Terre, c'est que c'est un mouvement qui n'a pas peur d'être perçu comme archaïque. Parce que il y a un côté, c'est ce côté anti-moderniste, anti-modernisation, anti-capitaliste modernisation, anti-technologie un peu, quand je suis allée à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui est une terre humide, ce qui veut dire que les outils qu'ils utilisent pour pour faire le foin, ce sont ils sont très fines et ils datent du 19e siècle parce qu'on ne peut pas utiliser les grandes machines agricoles. Alors, on a l'impression d'être au 19e. Tout le monde à la main, on fait des trucs comme ça. Et je mets une scène comme ça en juxtaposition avec le moment où Macron a fait entrer tous ces blindés dans la ZAD pour détruire tout. Mais le problème, c'est que les blindés étaient trop lourds. Ils se sont dans la boue. Ils étaient coincés dans la boue. Et mes amis ont dit, mais on peut pousser, on peut pousser. Non, mais c'était vraiment marrant. Oui, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ne pas avoir peur de la réalité. Et ça c'est le double aspect de la figure du paysan aussi, c'est l'anachronisme du paysan.
petite parenthèse, donc le micro arrive, ça montre aussi la complexité de la pensée de Marx, qui est malheureusement tellement encore caricaturée, qu'on redécouvre aujourd'hui, c'est une nécessité. Et tu montres à quel point, notamment dans ce dialogue qu'il y a avec les socialistes révolutionnaires russes, qui travaillent sur les communs, sur les communs des communes, donne un Marx extrêmement intéressant pour aujourd'hui. Oui, il a changé toute sa perspective après la Commune de Paris. Et la dernière décade de sa vie, il a tout à fait changé. Il s'intéressait aux paysans partout dans le monde, il s'intéressait aux tribus, il s'intéressait à la situation des Noirs aux États-Unis. Il a fait une espèce d'expansion géographique et thématique de tous ces anthropologiques, oui. So thank you for the conference. I have a question on the form commune that you talked about earlier. You specified that it's the absence of state, related territory, and the way of life, in essence, that we're defending. So that worked in a context in the past where the state was the primary actor in our lives. We were surrounded by the state was overreaching. But nowadays, especially in America and in the developed world, we are actually more in control, we are controlled by corporations more than the state in a sense. And the way of life that we're trying to defend itself is actually a product of capitalism. And so my question really is, and excuse my French, we both came through an airport to get here. We took planes. What are we supposed to do if the life that we're defending is actually the life that we're fighting against? Thank you. Alors, est-ce que quelqu'un peut résumer? Je vais faire un résumé. En fait, S'il te plaît. oui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui alors que la forme État est peut-être moins prépondérante et qu'on est dominé par les corporations plutôt? Donc quand on oppose l'État et la forme commune, si j'ai bien compris, comment on gère ce nouveau rapport de force en fait? Oui, comment est-ce que la vie qu'on essaie de défendre, c'est aussi précisément la vie, puisque c'est une production du monde capitaliste, c'est précisément celle contre laquelle on se bat. Mais je ne sais pas si on parle de la même chose. Si mon exemple, mes exemples dans mon texte, la commune de Nantes ou Notre-Dame-des-Landes, ce ne sont pas les gens qui sont ancrés dans un mode de vie très à travers la consommation, par exemple. Évidemment, on fait tous nos compromis avec le monde capitaliste, c'est inévitable. Mais on peut aussi essayer de plus en plus de faire une espèce de exit. Sortie, oui. Et ces gens-là ont vraiment fait cette sortie.